Bonjour à tous. On va essayer de faire un débat chaleureux et interactif, même si la salle est un peu plus solennelle que ne le voudrait ce genre de choses, mais je suis sûre que vous allez participer. Alors, je suis Anne-Catherine Husson-Traoré, je suis la directrice de Novétique. Et par ailleurs, j'ai la joie, l'honneur et l'avantage d'être la modératrice de cette table ronde sur la façon dont les entrepreneurs sociaux sont en train de transformer la société. Alors, ils vont vous expliquer d'une part ce qu'ils sont en train de faire, et puis d'autre part, le débat va aussi porter sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que de toutes ces magnifiques initiatives, elles puissent être évidemment plus nombreuses, mais surtout qu'elles servent à changer d'échelle et que la vieille économie deviennent beaucoup plus vieilles et tellement sclérosées que finalement on sera en train de faire autrement des très belles choses. Alors nous avons ce matin, cet après-midi pardon, je sais, voilà, c'est mon deuxième débat de la journée, mais donc je sais que je suis à l'UNESCO, je sais que vous êtes au Parlement des entrepreneurs d'avenir et aux Journées de la Terre, et je sais qui est là. Donc, on va commencer avec Frédéric Bardot, qui est le président cofondateur de Simplon. À côté de lui, il y a Guillaume Babst, qui est directeur de l'Association nationale des épiceries solidaires. Et puis, à côté de moi, il y a Marie Trélucane, qui est la présidente et la cofondatrice de Unicité. À côté d'elle, il y a Hugues Sibyl, qui est le président de la fondation du Crédit Coopératif et qui est en charge plus particulièrement de tout ce qui se touche à l'économie sociale et solidaire au sein du groupe. Et puis, au bout de la table, on a Jean-Michel Ricard, qui est le cofondateur et le directeur général de Ciel Bleu. Alors, on va commencer une première partie où chacun d'entre eux, on va avoir 3 explications sur leur activité, en quoi elle est spécifique, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à un modèle d'économie habituel. Et puis ensuite, on vous dira un petit peu où on est ce type d'économie en France en particulier. Puis après, on verra quelles sont les initiatives destinées à associer au mieux les citoyens à tout ce mouvement qui est en route à l'heure actuelle. Alors, Frédéric Bardot, on va commencer avec Simplon. C'est quoi le pitch de Simplon, comme tu disais, et en quoi il est en train de proposer un autre modèle et une autre énergie, d'une certaine façon, économique? Merci Anne-Catherine. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est donc que moi je suis le perdreau de l'année, donc par rapport à toute cette brochette de gens qui changent le monde depuis très longtemps. Simplon, c'est une jeune initiative qui a à peine 3 ans et qui tente d'utiliser le numérique pas comme un levier d'ubérisation ou de capitalisation ou de transformation de la société vers plus de Silicon Valley, mais qui essaye d'utiliser le numérique comme un levier d'insertion, d'inclusion, de mixité sociale, d'aménagement du territoire et de création d'emplois. Et c'est une initiative qui donc propose de faire le pont entre les énormes besoins que crée la digitalisation de la société en termes de profils techniques, notamment de profils de développeurs, et la grande masse de gens qui sont malheureusement au chômage ou sur le bord du chemin dans des territoires qui sont parfois laissés à l'abandon, donc que ce soit les quartiers prioritaires, moi je préfère dire quartiers populaires, parce qu'ils sont prioritaires, on ne sait pas pourquoi. Et dans les quartiers prioritaires, il n'y a souvent pas la ruralité, qui est un quartier prioritaire aussi, ou les dom-toms. Donc concrètement, Simplon, ça propose des formations gratuites à des demandeurs d'emploi pour exercer des métiers techniques qui sont très recherchés comme développeurs. C'est des formations qui sont intensives, assez intéressantes pédagogiquement et qui n'ont aucun prérequis de diplôme ou d'âge. Donc chez Simplon, vous allez trouver des gens de 18 à plus de 50 ans qui n'ont pas forcément de diplôme et qui sont même ce qu'on appelle des décrocheurs, même si tout le monde parle des décrocheurs. Donc c'est des gens qui quittent le système scolaire sans qualification, sans diplôme. Il y en a 140 000 par an. Il y a 600 000 jeunes qui sont sur le carreau sans perspective d'avenir. Et dans certains territoires, ça peut représenter jusqu'à 40 ou 50% d'une classe d'âge, notamment dans les quartiers prioritaires. Et donc en proposant d'utiliser la tension de recrutement sur certains métiers numériques, en fait on propose à des gens de reprendre en main leur destin et de se donner des carrières, du pouvoir d'agir et de reprendre un peu la main et de pouvoir créer avec le numérique, pas forcément des choses qui iront en cotation au Nasdaq, mais qui créent du lien social et qui rappellent que l'Internet est un réseau qui nous connecte, nous les humains, et ce n'est pas des humains qui sont connectés au réseau, qui serait une espèce d'entité abstraite. Donc ça, c'est le propos de Simplon. On a commencé ça dans le 93 à Montreuil.
Et c'est une initiative qui a plu au territoire, qui a plu au pouvoir public, qui plaît aussi aux entreprises, et donc qui est en profonde croissance et en essaimage assez massif sur le territoire. Donc au bout de 2 ans, on a 11 écoles, et il y en aura, je pense, une quarantaine à la fin de l'année 2016. Et donc nous, on croit au présentiel, on croit aux profs, on croit au centre de formation physique, on ne croit pas que ce sont les MOOC qui vont changer le monde juste par magie. En rajoutant de l'internet et des MOOC, on va créer des gens éduqués. On pense au contact humain, et on utilise le numérique comme un levier. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que c'est le numérique la fin de l'histoire, mais on pense que le numérique peut donner un moyen d'ascenseur social que peut-être l'éducation nationale a, on va dire, oublié, pour être poli. Frédéric, comment les gens qui sont dans vos écoles vous ont trouvé? Vous utilisez aussi le numérique, les réseaux sociaux pour faire connaître l'initiative? Comment ça se passe? Oui, absolument. Donc les gens qui rejoignent les formations Simplon, pour la moitié d'entre eux sont des gens qui nous ont découverts via le numérique. Mais comme le propos de Simplon, c'est d'aller chercher des publics très éloignés du numérique et de l'emploi, donc on passe aussi par le service public de l'emploi, les associations de quartier. Ça nous arrive aussi dans les quartiers populaires d'aller tracter, de mettre des affiches en tour d'immeubles, parce que si on ne prend que les gens qui nous connaissent déjà par Internet et qui ont déjà un compte Twitter, on considère qu'on ne fait pas le boulot d'utiliser le numérique comme un levier d'inclusion. Alors, vous avez des gens qui ont déjà suivi une formation, ils travaillent dans quel type de secteur justement? Ils sont entrés dans des SS2I classiques, ou ils ont plus envie de rester dans un milieu plus alternatif? Effectivement, en 2 ans et demi, donc on a un recul qui est quand même modeste, il faut qu'on reste modeste. On a formé 162 personnes qui exercent un emploi à 80% dans les 3 mois, donc c'est un taux d'insertion assez important et assez rapide. Et bien entendu, en 6 mois, donc comme on prend des parfaits débutants, les gens qui sortent de Simplon ne vont pas travailler directement chez Google ou chez Microsoft, mais sont plutôt des gens qui exercent des fonctions de développeurs ou de chargés de projet numérique ou de référents numériques. On appelle ça les moutons à 5 pattes du digital, dont toutes les organisations ont besoin, et ils sont plutôt enclins à trouver des postes dans les PME, les TPE, les associations et les acteurs de l'ESS. Et ça tombe bien, puisque pour le coup, Simplon est une entreprise sociale qui dispose de l'agrément ESS. Et même si on ne les oblige pas à travailler dans l'ESS, c'est vrai qu'on transmet un certain nombre de valeurs aussi à ce niveau-là, et qu'on a plutôt tendance à se dire que le rêve professionnel des gens qui font Simplon, c'est peut-être pas forcément d'être développeur chez Capgemini ou chez Google. Alors Guillaume, Frédéric a parlé plusieurs fois d'ESS, donc pour économie sociale et solidaire. Est-ce que donc vous êtes le président d'un des réseaux, du principal réseau d'aide alimentaire et d'épicerie solidaire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement en quoi ça consiste, et puis quelle est l'évolution un petit peu que vous aviez constatée depuis une dizaine d'années sur l'activité que vous avez d'alimentation des personnes plus ou moins en situation difficile? Bonjour à tous, donc moi je suis Guillaume Babs, je suis le directeur du réseau des épiceries solidaires qui est présidé par le journaliste Jérôme Bonaldi. Moi, après une carrière qui a oscillé entre à la fois le secteur public et le secteur privé, j'ai essayé d'aller vers un métier qui n'était pas très sexy, qui était nourrir des pauvres, ce qui était à la fois une obligation morale et à la fois un secteur sur lequel il n'y avait pas beaucoup d'innovation, puisqu'on était sur un fonctionnement de quelques grands réseaux que vous connaissez tous et qui sont basés sur un système caritatif. La plus-value qu'on a essayé d'apporter, c'était de dire... Comme ça, c'est mieux? C'est mieux là? Est-ce que ça marche mieux? C'est mieux comme ça ou c'est mieux comme ça? La deuxième? La deuxième, donc je m'approche. Et donc je disais que l'idée c'était d'essayer d'apporter une valeur ajoutée par rapport au réseau caritatif que vous connaissez depuis quelques années, en introduisant une idée assez simple qui est la notion du don et du contre-don. C'est-à-dire que quand on vous donne quelque chose, on vous maintient en situation d'infériorité, puisque vous recevez quelque chose et vous ne vous permet pas de rendre. Donc l'idée a été d'introduire dans les épiceries solidaires, qui sont réservées à un public en difficulté économique, qui ont montré patte blanche, c'est des gens qui ont moins de 5 € par jour et par personne pour manger, mais ils vont payer leurs courses, ils vont payer en gros 20% du prix, ils vont avoir un ticket avec un double prix, ce qu'ils vont payer et ce qu'ils auraient payé.
Et la différence, les 80% d'économie, ça leur permet de la réinjecter dans un projet personnel qui peut être, par exemple, de reprendre des études et pour aller à Saint-Plon, il faut que je paye l'essence de ma voiture ou il faut que je rachète une voiture. Et bien voilà, dans cette logique-là, c'est un ascenseur, c'est un levier pour pouvoir faire autre chose. Donc on est dans une durée d'accès limitée dans le temps en fonction du projet de chacun. Et puis de fil en aiguille, en tricotant l'histoire des épiceries solidaires, il y en a un peu plus de 300 aujourd'hui adhérentes, on passera à 500 à la fin de l'année prochaine, 2016. On s'est aperçu qu'une des plus grosses difficultés qu'avaient ces publics, c'était l'accès aux fruits et légumes. Pourquoi ? Parce que tous les réseaux associatifs n'en proposaient pas pour des raisons de logistique. Il est beaucoup plus aisé d'avoir une bouteille d'eau comme ça et de la garder dans un hangar stocké au sec qu'une poire. Au bout de 3 jours, évidemment, elle se néglige, la poire. Et donc on a travaillé sur ce système d'approvisionnement des réseaux d'aide alimentaire, d'ailleurs pas uniquement les épiceries, mais les Restos du Cœur et les autres, où depuis des plateformes que vous connaissez sûrement, comme Rungis, plus gros marché frais du monde en fruits et légumes, on capte tout ce qui n'était pas commercialisé. Pas ce qui était pourri, on est bien clair, tout ce qui n'était pas commercialisé. Pourquoi ça ne l'était pas, justement ? Parce que ça demande une main-d'œuvre qui est coûteuse, de faire du tri, et il nous a semblé, nous, intelligent s'en servir comme un support d'insertion. Donc comme mon ami et voisin Frédéric, le public qui nous est orienté vient des services de l'emploi, en général Pôle emploi ou les missions locales. Ils sont estimés à un temps assez long pour retourner à l'emploi, en gros 3 ans. Et la mission qu'on nous confie, nous, c'est de les remettre à l'emploi le plus vite possible. Alors un dispositif comme le nôtre en France remet les gens au travail à peu près au bout de 2 ans à 29%. Et nous, on a une particularité française, on est les seuls à remettre les gens au travail en 11 mois et à 85%. Donc là, il suffit d'avoir une logique mathématique, celle que nous a validée McKinsey, le grand cabinet de consultants, en disant il suffit de savoir, les gens étaient prévus pour rester 3 ans au chômage, donc 36 mois, nous ils sortent au bout de 11 mois, donc nous avons fait collectivement, contribuables, 25 mois d'économie. Il suffit de calculer cette économie au regard des subventions que touche l'ANDES pour fonctionner. Et effectivement, le rapport de McKinsey est assez simple, plus l'État aide ANDES, plus l'État fait des économies. Il vous aide à quelle hauteur aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Andes est devenu effectivement une petite PME ou une belle PME, puisqu'on est parti il y a 15 ans, ou je suis parti il y a 15 ans d'une page blanche et j'étais tout seul. On est aujourd'hui 162 salariés. Je suis parti d'un budget de 20 000 €, on est un peu plus de 13 millions. On a doublé notre budget pendant 4 ou 5 ans, ce qui a été compliqué. La crise de croissance est toujours très complexe. Et aujourd'hui, on intervient comme modèle dans différents pays, en Inde, en Espagne, en Luxembourg, en Belgique, en Autriche. Et il y a 48 heures, nous recevions le gouvernement anglais qui est venu dépêcher 2 députés qui venaient de voter le bombardement en Syrie. Ils ont vu de venir prendre le Thalys pour nous demander de voir comment on pouvait les aider à monter un réseau comme ça. Ce qui est la particularité d'Andes, c'est d'être toujours assurer un lien entre l'économique et le social, de ne pas séparer ces 2 mondes. On sait très bien que l'économie, d'abord pour faire du social, il faut de la richesse, il n'y a pas de mystère. Donc il faut qu'on ait une économie, qui soit intelligente, qui soit solidaire, et il faut à la fois aussi créer des structures qui permettent d'amortir les gens, de servir de filet pour les gens qui sont les plus en difficulté et d'essayer de les mettre debout. Si on revient aux fruits et légumes de Rungis, donc là, vous avez lutté contre le gâchis alimentaire, puisque ce que vous disiez, c'est que c'était des fruits et légumes qui n'étaient pas commercialisés. Vous avez fait travailler des gens qui les transportent et qui les donnent. Et est-ce qu'à l'arrivée aussi, vous avez augmenté du coup, vous avez fait de la prévention santé finalement auprès de vos bénéficiaires qui du coup mangent plus de fruits et légumes Est-ce que le cercle vertueux, est-ce que vous le mesurez comme ça aussi ? Effectivement, alors on a tous connu le double effet qui se coule. Là, il y a le triple effet Andes, puisqu'effectivement... C'était une page de publicité. Oui, voilà. S'il y a des gens de chez Kiss Cool ici, je suis preneur de subvention. Non, sérieusement, effectivement, on lutte contre le gaspillage. Alors, je vais donner quelques chiffres pour ne pas vous alourdir l'après-midi. 52% des fruits et légumes qui avant allaient à la poubelle
sont maintenant totalement sauvés et repartent dans un circuit d'aide alimentaire. Ils sont parfaits. Donc ça, c'est le premier impact. Deuxième impact, je voulais parler rapidement, c'est effectivement le retour à l'emploi dans des conditions assez exceptionnelles. Alors depuis Rungis, mais depuis nos autres sites, Lille, Marseille, Perpignan. Et puis, troisième impact, vous avez raison, parce que c'est notre logique, c'est toujours faire mesurer ce qu'on fait par des chercheurs ou des cabinets extérieurs. On a effectivement un impact sur la consommation des fruits et légumes. Ce qui nous avait alerté, c'était une étude de l'Institut de veille sanitaire qui disait, il y a 8 ans à peu près, 8-10 ans, en 2008, que seul 1,2%, je répète bien le chiffre parce que je sens que c'est dur après le déjeuner, 1,2% de ces populations dites précaires qui utilisaient l'aide alimentaire, quels que soient les réseaux, s'inscrivaient dans les fameux repères de consommation de, vous le savez par cœur, 5 portions de fruits et légumes par jour. C'est un problème de santé publique qui va nous péter à la gueule. Je sais qu'il y a quelques médecins dans la salle, on vient d'en parler puisque le conjoint de son médecin. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que ça touche les maladies cardiovasculaires, ça touche les maladies cardiaques évidemment, les yeux, l'obésité, puisqu'on sait très bien qu'il y a une corrélation très très forte entre mauvaise alimentation et obésité, et ça va nous coûter très très cher en termes de santé publique après. Et donc, effectivement, on a pu mesurer 7 ans après la même étude de l'IVS sur les mêmes territoires, sur le même public, pour être certain d'être dans une approche juste. Le taux est passé de 1,2 à 6,4. Alors, c'est évidemment pas assez, on est bien d'accord, mais c'est une marche en avant. Et cette marche en avant, elle est liée à deux choses. Elle est liée d'abord au fait qu'on propose du volume et de la qualité, parce que vous connaissez tous ce grand philosophe belge qui parfois chante et parfois il est suisse, américain ou français suivant ses intérêts fiscaux, mais il dit il faut donner envie d'avoir envie. Et je crois que c'est ça notre propos, il faut redonner envie aux gens de manger. C'est Johnny Hallyday, c'est ça? Ah oui, c'est ça. J'ai gagné un filet garni. Ouais, bravo, vous avez gagné une soupe. J'hésitais entre Gérard Depardieu et Johnny Hallyday. C'était celui-là. Non, c'est ça. Et on voit qu'effectivement, il ne suffit pas d'abord de donner des fruits et légumes aux gens, parce que il y a des problèmes de culture. Si moi on me mettait des produits africains devant les yeux, j'aurais sans doute l'air d'une poule complètement hébétée. Il faut aussi accompagner les gens à cette consommation d'une manière assez subtile, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cours de cuisine, on n'est pas dans l'injonction, on n'est pas je vais t'apprendre ce qui est bon pour toi, mais comment on facilite les échanges et les différentes approches de recettes et de culture qui à la fois donnent du vivre ensemble, du lien social, mais aussi un impact sur la consommation. Oui, d'ailleurs, question complémentaire, effectivement, à Rungis, est-ce qu'il y a aussi dans ce circuit-là, vous avez évoqué les poires, mais des bananes plantains, il y a même des gombos, non, ça je m'en doute, mais des gombos et autres éléments qui peuvent servir effectivement à des cuisines, en particulier africaines. Alors Rungis a une chance. L'huile de palme aussi. Rungis, évidemment, est une plateforme internationale, c'est-à-dire que tous les jours de l'année, vous avez tous les produits du monde entier. Alors, ce n'est pas très développement durable, puisqu'on y trouve des fraises à Noël et du raisin au mois de janvier, mais c'est aussi le principe économique. Et tout notre boulot, c'est à la fois ni de condamner le système économique, mais en même temps d'en tirer une intelligence. Donc nous, on fait une liste de produits qui varie tous les mois pour être dans la saisonnalité française. Et puis on en parlera peut-être tout à l'heure après, mais on a développé d'autres activités très impactantes en termes d'emploi et économiques, puisqu'on fabrique des soupes, on reviendra sûrement tout à l'heure dessus, que vous retrouverez la semaine prochaine chez Carrefour. Et c'est dans la deuxième partie du débat. En attendant, on va changer de secteur d'activité avec vous, Jean-Michel Ricard. Alors vous faites ce que vous appelez de l'APA, c'est-à-dire de l'activité physique adaptée, qui consiste en fait, mais vous allez nous le raconter beaucoup mieux vous-même, à utiliser la logique d'exercice physique en fait, pour faire à la fois de la prévention, mais aussi de l'accompagnement des personnes qui ont des maladies chroniques lourdes. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je suis l'un des cofondateurs il y a quelques années, il y a 18 ans maintenant, d'un groupe associatif qui s'appelle Ciel Bleu. Alors comme on est des profs de sport, on a fait une faute d'orthographe à l'époque, avec un S au début au lieu d'un C. Et l'objectif de Ciel Bleu, la vision qu'on avait il y a pas mal d'années maintenant, c'était de se servir de l'activité physique. On est des profs de sport à la base, on devait rentrer dans l'éducation nationale, on était en STAPS, donc la fac des sports, et on a décidé de se servir de ce qu'on avait appris, l'activité physique, comme un véritable outil de prévention universelle, et aller au-delà de tout ce qu'on peut entendre, le sport santé,
pour nous, la finalité, c'est pas faire du sport, c'est que cet outil, l'activité physique, peut vraiment changer la vie des gens au quotidien, au niveau physique, retrouver les capacités, maintenir les capacités, au niveau cognitif, sur la confiance en soi, la prise de risque. On travaille beaucoup sur la prise de risque avec des gens en fragilité qui sont isolés parfois à domicile, et l'objectif, c'est de leur mettre un coup de pied dans les fesses en disant vous avez premier signe de handicap, de dépendance, ok, mais vous devez continuer à sortir de chez vous, prendre des risques, parce que c'est tout simplement la vie et la liberté. Et le troisième axe, avec cette merveilleux outil qu'est l'activité physique adaptée, c'est le lien social, quand il y a une vraie pédagogie associée. On a commencé au tout départ à proposer des choses très simples, qui étaient de la gym sur chaise en maison de retraite. Voilà, il y a 18 ans, je peux vous assurer que c'était étonnant. On a eu la chance que le corps médical vienne nous rejoindre très rapidement parce qu'il nous disait vous avez un discours totalement décalé pour des profs de sport. Vous parlez de complémentarité, vous parlez de complémentarité avec le monde médical, paramédical, la nutrition. Et dès le départ, on disait que ce qu'on proposait, qu'on construit avec le corps médical, encadré par des vrais professionnels entre Bac+3 et Bac+5 qui sortent d'université, que cette activité serait le médicament du XXe siècle, que cette activité physique adaptée deviendra une offre thérapeutique à part entière. Et petit à petit, avec l'évolution de notre organisation, avec plein de belles rencontres, je pense que c'est quelque chose de commun sur tous les gens qui sont, j'allais dire autour de la table, enfin en ligne droite là, c'est nos organisations, on a eu la chance de faire de magnifiques, d'incroyables belles rencontres. Et petit à petit, Ciel Bleu a évolué en groupe associatif avec plein de structures différentes dedans. Et l'objectif, c'était pas forcément le public, les personnes âgées, mais comment on allait adapter et créer un véritable parcours de vie pour tout au long de la vie, avec cet outil unique, l'activité physique adaptée, et une mission prioritaire qui est l'accessibilité financière, qui est essentielle chez nous. Je pense qu'on parlera peut-être de modèle économique, de choses comme ça, parce qu'on pense que cette activité peut maintenir les gens en bonne santé, ça peut leur redonner on va dire la santé d'une façon assez incroyable, et que rester en bonne santé, ça doit rester un droit et pas devenir un luxe, malgré toutes les dérives qui se passent dans nos sociétés. Et cette activité, c'est vraiment du bien commun. On ne parle pas d'intérêt général, parce que toutes nos actions sont mises en place en direction de personnes vraiment en très grande fragilité, et si c'est bon pour eux, c'est bon pour la société en général. Je vais vous donner quelques exemples. Donc on intervient sur un certain nombre de grands publics, les personnes à la retraite. Donc par exemple, à présent en France, on intervient sur plus de 40% des maisons de retraite chaque semaine, et plusieurs dizaines de milliers de personnes à côté, mais jamais seul, toujours en partenariat avec d'autres ONG, avec des collectivités locales ou territoriales, avec toutes les caisses de retraite en France, une trentaine de mutuelles, voilà, pour construire avec eux. Le deuxième public, c'est les personnes en situation de handicap mental et handicap physique. Et l'objectif, c'est de mettre l'activité comme un vecteur de santé au quotidien pour ces personnes-là. Et par exemple, l'un de nos programmes phares dans ce cadre-là, en ce moment, c'est avec la Croix-Rouge française. On harmonise pour eux, dans leurs 37 structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, l'activité physique. Ça s'appelle Tous en forme. C'est surtout l'important, c'est un merdier assez indescriptible, c'est juste génial. L'objectif, on ouvre les fenêtres, on enlève les portes, on fait rentrer la vie à l'intérieur et on fait sortir les gens à l'extérieur. Et c'est mettre de l'activité physique pour des personnes en surpoids, voilà, pour éviter tout ce qui est problématique de diabète de type 2. C'est dans des ESAT, des centres pour personnes en situation de handicap, c'est faire des échauffements pour éviter les accidents de travail. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Et le troisième axe, qui est très important pour nous en termes de public, c'est les personnes atteintes de maladies chroniques. Et c'est de se dire qu'une personne qui est atteinte de diabète de type 2 à 40 ans, ce serait bien qu'à 40 ans jusqu'à 80 ans, on arrête de lui dire que c'est une patiente, parce que c'est d'abord une personne. Et comment, dans nos sociétés très curatives, où à part des médicaments, des piqûres, et on essaye de guérir, mais on ne pense pas aux causes et aux symptômes et tout ça, comment on crée un véritable parcours liant une offre thérapeutique normale et une offre thérapeutique non médicamenteuse, comme commence à être reconnue l'activité physique. Et dans ce cadre-là, voilà, on accompagne main dans la main avec le corps médical, la médecine hospitalière et la médecine de ville, des personnes atteintes d'un maladie d'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, AVC, surpoids, diabète, obésité, VIH. Et juste avant de terminer, l'un des programmes phares dans ce cadre-là, ça a été une marque qu'on a co-construit avec un organisme qui est trop chouette, qui s'appelle l'Institut Curie. Et ce programme qu'on a créé, ça a été l'un des programmes phares il y a 2 ans dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer. Toutes les dames qui sortent de Curie, si elles le souhaitent, suite à un cancer du sein, en début de rémission, ont un bilan de fin de traitement
Avec ça, elles ont maintenant un bilan physique fait par nous et derrière, préconisation d'activité physique très très particulière, 3 fois par semaine, un taux d'intensité assez important pour limiter par 2 le taux de récidive. Voilà, et c'est juste pour vous dire que c'est OK, on travaille sur le taux de récidive dans ce cadre-là et c'est prouvé, c'est démontré voilà, d'une façon très importante, mais c'est juste une manière qu'on a eu un accident de vie, OK, mais que la vie doit reprendre la main sur la maladie. Et maintenant, ce groupe associatif Ciel Bleu, parce qu'il y a eu aussi d'autres évolutions, c'est près de 500 salariés en France et il y a plus de 100 000 bénéficiaires chaque semaine sur le territoire français. Et on a aussi créé des petites sœurs, parce qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer sous forme de fondation et association en Belgique, en Irlande et en Espagne, avec une vraie différence, c'est que dans ces pays, on est soutenu par les pouvoirs publics. Jean-Michel Ricard, il est intervenant formidable pour un modérateur parce qu'il fait tout, les questions, les réponses et les applaudissements. Et donc, et à juste titre, évidemment. Hugues Sibyl, en fait, on a passé très rapidement en revue un champ extraordinairement vaste qui va effectivement de tous les sujets que vient d'évoquer Jean-Michel Ricard à la question du numérique, en passant par l'alimentation et en passant effectivement par comment on ramène à l'emploi des gens qui en sont sortis. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social qui prend des formes évidemment très diverses. Quelle est aujourd'hui cette dynamique-là en France? Qu'est-ce qu'elle représente statistiquement, mais aussi en termes d'énergie? Vous voyez là à quel point cette énergie-là, elle en vaut 100 voire 1000. Et puis aussi, est-ce que la tendance est effectivement au développement et au développement? Bonjour. Alors moi, je joue un peu le rôle du parrain, costard cravate par rapport aux entrepreneurs sociaux que vous avez entendus. Je suis le banquier, donc puis ça fait longtemps que je suis à leur côté. Donc mon voisin, je l'ai connu, il était emploi jeune et enfin. Le démarrage de Ciel Bleu, c'était des emplois jeunes. Donc, tu as quand même eu du soutien du pouvoir public au début. Après, ça s'est un peu, disons, dissous, mais ça va revenir. Donc, en fait, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est les jours où vous êtes déprimés, et c'est vrai qu'en ce moment, on a quand même assez souvent des bonnes raisons de se sentir pesant et triste et peu confiant, aller dans des réunions d'entrepreneurs sociaux. J'en ai jamais fait une où je ne suis pas reparti en étant gonflé, en voyant des gens qui avaient de l'énergie, qui croyaient en l'avenir, qui avaient de l'optimisme. Et bon, voilà, les trois que vous venez d'entendre, quand on voit ce qu'ils font, c'est évident. En fait, si on veut dire ce que c'est que l'entrepreneuriat social, c'est assez simple. C'est des entreprises, mais il y a une différence par rapport aux autres, c'est que leur premier objectif, c'est leur projet social. Et la dimension économique, c'est un moyen au service de leur projet social. Leur modèle économique, c'est un moyen au service de ce qu'ils veulent faire. Vous en avez eu 3 exemples. Donc, c'est des gestionnaires. Ils ne peuvent pas être en perte trop durablement. Il faut équilibrer les comptes. Mais l'essentiel, c'est la finalité. Donc, voilà, l'alimentation des gens qui ne peuvent pas accéder à une alimentation saine, vieillir comme il faut dans des maisons de retraite, c'est ça l'objectif. Et pour ça, on met en place un modèle économique. En France, aujourd'hui, on appelle ça l'économie sociale et solidaire. Donc, si on prend tout compris, c'est 230 000 établissements, c'est 2 300 000 salariés et c'est 10% du PNB. Quand je dis ça, c'est l'ensemble du secteur qui vient d'être défini par une loi qui est la loi de juillet 2014 qui a été préparée par Benoît Hamon et qui définit quel est le périmètre de cette économie sociale et solidaire. Donc c'est les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations et les entreprises sociales qui ont d'autres statuts mais qui respectent quelques principes. Ces principes, c'est que s'il y a des bénéfices, ils sont réaffectés à l'objet social tel que je viens de le dire. C'est une gouvernance qui soit une gouvernance participative et c'est d'avoir une utilité sociale. Tout ça étant dans les statuts de l'entreprise et ces statuts sont déposés dans un lieu qui atteste qu'on est une entreprise sociale. Donc aujourd'hui, ces entreprises sociales, pour répondre à votre question, je dirais qu'elles ont plutôt le vent en poupe. Pas seulement en France, parce qu'en fait l'entrepreneuriat social est quelque chose d'international. Moi j'étais cette semaine à Londres et à Luxembourg, je vois qu'il y a une dynamique qui est très forte, mais sachez que l'entrepreneuriat social est très important en Corée, par exemple.
on ne s'y attend pas forcément, mais il y a une dynamique d'entrepreneuriat social très très forte en Asie, et bien sûr aux États-Unis, puisque depuis longtemps ça existe aux États-Unis. Donc cette dynamique, elle n'est pas que française, mais on a un environnement, je pense, qui est favorable en France aujourd'hui. On a cette loi qui crée un cadre favorable, donc je pense qu'on est quand même soutenu de ce point de vue-là par les pouvoirs publics. Alors, le problème, c'est qu'en France, quelquefois, on croit que parce qu'on a une loi, ça crée automatiquement des activités. Ce n'est pas le cas. Pour créer des activités, il faut d'abord des entrepreneurs, il faut des financements, il faut un écosystème qui soit favorable, mais quand même la loi est porteuse. Les régions sont très engagées auprès des entrepreneurs sociaux aujourd'hui. Il y a sur le terrain des incubateurs, des pépinières, des fabriques d'initiatives, toute une série de choses qui n'existaient pas il y a quelques années, qui sont quand même quelque chose d'assez favorable. Et puis il y a quand même des financements qui se mettent en place. Donc par exemple, la Banque publique d'investissement a créé un fonds pour l'innovation sociale, donc qui fait des avances remboursables pour les innovateurs sociaux, parce que les entrepreneurs sociaux, finalement, par rapport à des entreprises dans le domaine technologique, ils font de l'innovation, mais leur innovation, elle est sociale. Et donc, il y a besoin de pouvoir la financer comme on finance une innovation technologique. Là, on est encore assez en retard de mon point de vue, et c'est une bataille qu'il faut mener, parce que personnellement, je considère que nos sociétés ne manquent pas de technologie. Par contre, elles manquent cruellement de savoir vivre ensemble, d'avoir des liens sociaux, d'avoir de la cohésion sociale, d'avoir moins de chômage, moins de décrochage scolaire. Ça me semble des problèmes plus lourds de nos sociétés qu'aujourd'hui l'innovation technologique. Or, on ne finance pas assez l'innovation sociale. Donc il faut inventer des réponses nouvelles, mais c'est en train de venir, donc il y a quand même des financements qui viennent, on en reparlera peut-être dans la discussion. Par exemple, il y a des nouveaux outils de financement qui se mettent en place, qui s'appellent des titres à impact social, en anglais Social Impact Bonds, qui sont des nouvelles façons de financer qui associent le public et le privé pour financer des projets comme ceux qui sont à cette table, donc c'est en train de bouger. Donc on est quand même dans un moment, je pense, où il y a plus d'intérêt pour cet entrepreneuriat social que c'était dans le passé, mais il va falloir encore changer d'échelle, peut-être qu'on va en reparler après, parce que les résultats, ils sont là, mais quand on voit la taille des problèmes, le chômage des jeunes dans un pays comme le nôtre, le problème du vieillissement de la population, les problèmes de la mobilité, le Secours catholique fait chaque année un rapport sur les problèmes de pauvreté en France. Il a montré il y a 2 ans les problèmes de précarité énergétique. Au moment de la COP21, c'est important. Il y a des tas de familles qui ont des difficultés de fin de mois parce qu'en fait, le coût de l'énergie, du chauffage, des déplacements sont tels que c'est très difficile pour elles. Donc il y a des problèmes de mobilité. Sur tous ces sujets-là, il faudrait pouvoir changer d'échelle. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat social ne soit pas simplement bien, sympathique, optimiste, mais qu'on puisse dire on fait reculer significativement tel problème. Voilà, le décrochage scolaire, on sait qu'en France, il y a un décrochage scolaire important. Est-ce qu'on est capable de faire reculer significativement ce problème? Et alors, là, on a encore sans doute beaucoup de challenges devant nous pour que l'entrepreneuriat social ne soit pas sympathique, dynamique, confiant, mais qu'on puisse dire, voilà, sur 10 ans, tel sujet a reculé. Petit et intéressant. Dites juste une question, effectivement, on sait que les réserves financières du secteur privé en particulier sont extrêmement importantes, mais les règles de financement étant ce qu'elles sont, comment on peut imaginer créer des ponts et en particulier comment on mesure un investissement social? Qu'est-ce qui pourrait attirer, on voit dans un autre domaine qui est l'environnement aujourd'hui, qui commence à y avoir des modèles assez solides pour leur expliquer pourquoi le financement vert est non seulement bon pour la planète, mais aussi qu'il y a des modèles financiers solides. Comment on crée ces ponts entre les financiers traditionnels et les besoins sociaux que vous évoquiez? D'abord, je dirais que, notamment dans ce pays, la France, on considère le social comme une dépense, un coût, une charge qui ne rapporte rien. Moi, je trouve ça choquant, personnellement. Et je pense qu'on est en train d'essayer de passer d'une notion de dépense sociale à une notion d'investissement social. C'est-à-dire que cet argent qui est mis, il provoque des effets, et il provoque des effets aussi qui font qu'il y a un retour. Mon voisin, il va peut-être le dire après, mais quand il intervient dans une maison de retraite, que grâce à ce qu'il fait,
Il y a tant de personnes qui ne font pas de chute et qui ne se cassent plus le col du fémur. Tant de personnes qui n'ont plus de diabète grâce à l'activité physique qu'il leur a apportée. C'est des coûts pour la sécurité sociale qui sont chiffrables, qui ont été chiffrés, il va le dire mieux que moi, par centaines de millions. Donc il y a un retour sur investissement. Mais il faut savoir le mesurer, il faut savoir que la puissance publique prenne en compte que quand elle met de l'argent, ça va provoquer des effets. Je peux prendre un autre exemple, l'insertion par l'activité économique. L'insertion par l'activité économique, ce sont des entreprises dont le métier, c'est de mettre dans l'emploi des gens qui en sont très loin. Eh bien, grâce à ça, ces entreprises, elles payent la taxe professionnelle, la TVA, l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a un retour. Et puis, il y a le fait que les gens, au lieu d'être aux ACDIC, ils ne sont plus aux ACDIC. Donc, ce qui est en train d'essayer de se faire, c'est qu'il y ait des partenariats entre des financeurs privés qui vont apporter de l'argent, qui vont faire en sorte que des projets comme ceux qui sont à cette table soient financés, mais que ça allège aussi la charge de la dépense publique et que donc du coup on puisse réinvestir dans d'autres projets. On en est encore au début, il y a beaucoup de débats autour de ça, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas au privé de financer ça. Moi je pense qu'on est à un tel niveau de difficulté, de problème aujourd'hui, que l'innovation sociale doit aller avec l'innovation financière. On ne s'en sortira que si on invente des mécanismes financiers nouveaux pour financer des problèmes sociaux autrement que ce qu'on a fait au moment de l'État-providence dont j'ai bénéficié. Moi je suis un enfant heureux des 30 Glorieuses, eh bien on n'est plus dans cette même époque-là. Et donc, il faut inventer autre chose. Alors, Marie Trélucan, quel est le rôle que joue Unicité dans cette dynamique que vient d'évoquer brillamment Hugues Sibylle? Alors, non pas que vos épaules se chargent brutalement de tout ça, mais quelle est la façon dont Unicité travaille justement à créer des innovations sociales qui soient bénéfiques et pour l'économie et les gens, bien sûr? C'est jamais très évident d'être dans une table ronde sur l'entrepreneuriat social où on parle finalement d'entreprise sociale et le cas d'Unicité est quand même pas exactement celui-là. Donc je vais du coup avoir la lourde tâche de faire prendre du recul par rapport notamment à toute la vision macro. Je ne voudrais pas vous frustrer, mais je pense par la petite histoire du coup effectivement et d'Unicité et du service civique aborder un autre regard sur ce que peut être aussi l'entrepreneuriat social qui est finalement des citoyens qui, parce qu'ils croient en quelque chose, parce qu'ils ils ont une vision, croient en un certain nombre de valeurs, vont peut-être potentiellement pouvoir même changer des politiques publiques. Et le changement d'échelle dans l'entrepreneuriat social, ça peut être grossir, passer d'une petite entreprise d'une personne à une grosse entreprise de 200 salariés, etc. Ou ça peut être essayer de faire changer l'écosystème et d'influencer au-delà de soi-même voilà, la manière dont la société fonctionne. Et donc la petite histoire d'Unicité, qui est toute petite en soi, va juste être là pour illustrer ça. Enfin, en tout cas, ça va être le sens de mon propos. Unicité, on l'a créée il y a 20 ans. Je venais de découvrir le service civil aux États-Unis, en particulier une association qui avait été un peu le fer de lance du service civil américain et qui mélangeait des jeunes des différentes communautés aux États-Unis, communautés noires américaines, hispaniques, etc. Pendant une année, ils mélangeaient ces jeunes-là issus de communautés très cloisonnées pour pendant une année, faire des choses pour la communauté au sens large, dans les écoles, dans les quartiers, voilà. Et c'était très basique, la vision finalement des petits jeunes d'Unicité à l'époque. C'était, mais notre société aussi, elle va quand même pas super bien. Et est-ce qu'elle serait pas bien plus belle si finalement ça faisait partie de notre éducation de consacrer à tous, de consacrer une année de notre vie à faire des trucs sur le terrain, peu importe quoi, auprès des sans-abri, des personnes âgées, les besoins sont énormes, des petites associations, voilà, une année pour les autres et une année avec les autres dans leurs différences. Donc mélanger voilà, les jeunes des différentes communautés aussi qu'on a ici pendant une année pour faire des choses ensemble pour l'intérêt général. Ça a l'air tout basique et tout ridicule, mais c'est ce qui a fondé. Voilà, c'était ça notre vision et à vrai dire, ça la reste encore aujourd'hui parce qu'on n'y est pas. Ce que j'allais dire, vivre ensemble, ça commence comme ça, non? Bon, mais en tout cas, c'était notre vision il y a 20 ans et pour expliquer une histoire du coup d'une démarche entrepreneuriale au service de cette vision, on s'est dit, on va essayer. Et donc, c'est Unicité, la création, un peu comme un action tank, pas un think tank. On va concrètement tester, voir est-ce que c'est possible, essayer de défendre cette idée-là en montrant que c'est possible. Donc, on a commencé effectivement avec 24 jeunes sortant d'HEC et sortant de prison, si je caricature. Une était dans la rue,
Remarque peut-être que les mêmes, bon ça on va oublier les blagues pour aujourd'hui, mais en tout cas des jeunes des quartiers, des jeunes de centre-ville, de banlieue nord et de banlieue ouest, et pendant une année, voilà, au service de personnes âgées, de centres de long séjour, de petites associations. On passe de 24 à 50 à 100 avec du mécénat privé, finalement des entreprises philanthropes, des gens philanthropes, des collectivités locales un peu précurseurs. Tout ça dans un cadre complètement illégal puisque des jeunes engagés 9 mois, indemnisés chaque mois, mais ce n'était pas un travail, c'était un engagement bénévole, mais indemnisés cadre légal pas complètement là, donc on était complètement borderline, voire totalement illégaux, sans argent de l'État évidemment. Et voilà, donc par la preuve, par l'exemple, ça a amené évidemment avec l'aide des émeutes de banlieue de 2005, si je puis parler comme ça, des jeunes qui se rebellent et qui expriment voilà, leur ras-le-bol hein, au final. Ça a aidé, et la nostalgie du service national sans doute aidant aussi par ailleurs, l'expérimentation portée par Unicité a amené à la loi qui a créé le service civique aujourd'hui, je passe un certain nombre d'années, mais avec du coup effectivement un changement d'échelle qui pour nous n'est pas venu dans cette idée-là juste par l'idée de grossir Unicité. C'était l'idée de, finalement, on teste quelque chose, on a une vision, on n'est pas politique, on est juste des citoyens, on a une vision que dans notre éducation, il manque quelque chose. Il faut qu'on pousse le politique pour le faire. Alors évidemment, on peut s'engager en politique directement et le faire. Là, c'est pas ça l'histoire, et je reviendrai sur du coup ce que j'en tire comme leçon. Mais je pense que c'est quand même à ce titre-là une belle histoire de se dire qu'en tant que citoyen et en tant que groupe de gens, on peut arriver à influencer des politiques publiques plus larges. Il y a quelque chose qu'on me demande du coup toujours depuis que le service civique maintenant existe. Pourquoi vous êtes encore là ? Déjà moi, et puis Unicité, finalement, il n'y a plus besoin. Il y a une politique publique, le service civique existe. Et c'est là où je fais toujours le parallèle avec des industries voilà, des industriels qui innovent et inventent quelque chose, et puis finalement ils créent une industrie, puis ils rentrent dans un champ concurrentiel. Bon. Là, la démarche, ça n'a pas été ça. Nous, on est toujours là parce que notre vision, c'est que tous les jeunes devraient avoir un temps dans leur vie au service des autres, et que des lieux de brassage et de mixité, comme peut être cette année citoyenne, doivent absolument se développer, sinon il se passe ce qui se passe de toute manière aujourd'hui, c'est-à-dire que ça explose, on s'en replie sur soi. Donc notre vision, on est loin de l'avoir atteinte, et donc pour nous, tant qu'on n'y est pas, et autant de vous dire qu'aujourd'hui, le service civique touche 45 000 jeunes par an, aujourd'hui il doit y avoir 2500 jeunes à Unicité, 200 salariés certes, mais c'est encore très petit par rapport à la masse, par rapport à la vision de celle d'un service civique qui fait partie de l'éducation de tous les jeunes. 800 000 jeunes par classe d'âge, on en est loin. Donc on continue en essayant de montrer la voie et de montrer qu'il faut que ça se développe, qu'il faut que ça touche tous les jeunes, que certains jeunes sont exclus du service civique aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas fait assez d'études, parce que le système... Alors oui, quels sont... Parce qu'en fait, quand on pense service civique, probablement à tort par assimilation au service militaire, on pense qu'effectivement c'est tous les jeunes. Et donc ça peut-être comment effectivement on change d'échelle et on arrive... sans doute pas forcément que de façon coercitive, à dire tous les jeunes. Et pourquoi c'est pas tous les jeunes aujourd'hui le service civique ? Tout simplement parce qu'il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens. Aujourd'hui, à peu près 150 000 jeunes sont estimés comme candidats à un service civique pas obligatoire, volontaire. Même s'il reste volontaire, il y avait l'année dernière de quoi cofinancer. L'État n'apporte pas le financement de l'ensemble du truc. L'État finance à peu près 80% des indemnités qui sont versées aux jeunes aujourd'hui, et il ne finance pas l'encadrement, par exemple, ou très peu. Donc, les jeunes qui trouvent facilement une mission sont des jeunes qui ont plutôt fait des études, qui sont plutôt autonomes, voilà. Donc, problème financier de mettre les moyens nécessaires pour mobiliser, y compris tous ces jeunes qu'on a pour le coup chez nous, qui pour certains, ayant été en échec dans d'autres parcours, par exemple scolaires, considèrent qu'ils n'ont plus rien à apporter à la société, que tout ça de toute manière ne sert à rien. Et ces jeunes-là, comme vous tous, comme nous tous, ils ont envie d'être utiles, et être utiles, et c'est aussi avoir un sens dans la vie et se sentir appartenir à la société. Donc la raison pour laquelle ça n'est pas plus développé, c'est essentiellement financier, puis c'est tout un système à créer. Il faut trouver des missions, il faut poser les choses par rapport à l'emploi salarié. Enfin, il y a quand même un certain nombre de problématiques derrière qui font qu'à la fois en termes de logistique et en termes financiers, le système n'est pas prêt, en tout cas, tel que je vois. Alors,
On va avoir une deuxième partie sur la façon dont effectivement toutes ces initiatives qui sont tous plus, ce que disait Yves Civil, c'est-à-dire que plus enthousiasmantes les unes que les autres, où on se dit il n'y a que de la bonne énergie. Comment elles sont en relation avec un monde plus classique, de l'entreprise classique, de parcours classique? Est-ce que finalement aujourd'hui, par exemple, vous travaillez avec les grandes entreprises? Est-ce que c'est une forme de pont d'être passé par Unicité vers un monde plus classique? Comment ça se passe? Donc, Unicité, depuis l'émergence du service civil, est cofinancée, si on rentre dans le modèle économique, du coup, on va dire à 50% par l'État qui finance en gros une grande partie des indemnités des jeunes et le reste, 50% par des entreprises philanthropes, mécènes, des collectivités locales, des donateurs. On a une fondation où des personnes décident de parrainer un jeune et donc apportent un soutien. On a fait une petite filiale commerciale qui vend de l'événementiel solidaire pour les entreprises, par exemple. Donc les bénéfices générés par cette filiale commerciale. C'est quoi un événementiel solidaire, par exemple? L'Oréal qui veut faire une grande journée de solidarité pour ses 5000 collaborateurs à travers la France. Unicité l'organise clé en main pour 5000 collaborateurs. Donc c'est un petit boulot d'événementiel, mais où on mobilise les salariés sur des causes solidaires. Donc on facture la prestation et les bénéfices générés, bon là je rentre dans des détails, mais dans le modèle économique, c'est à peu près 15% de notre financement. Le reste étant des donateurs entreprises, plutôt sur des formules de partenariat gagnant-gagnant. Par exemple, notre objectif étant de montrer la voie de ce que des jeunes en service civique pourraient faire dans le champ de l'environnement, dans le champ de la santé, dans le champ de l'éducation, dans l'isolement des personnes âgées, sur les grandes causes qu'on a dans notre société. Tout ne peut pas être résolu par des entreprises privées lucratives ou par du service public, avec des salariés fonctionnaires service public. Donc il faut trouver la voie pour justement ces jeunes qui donnent une année, qui n'ont pas spécialement de compétences. Bon, donc sur les grands champs, par exemple l'isolement des personnes âgées à domicile ou même en institution, il y a un boulevard de choses très simples à faire pour des jeunes qui n'en ont même pas besoin d'avoir d'expérience particulière, c'est de parler avec les personnes et rompre leur isolement. On ne va pas payer des gens... Donc on teste des choses, ça c'est financé par des caisses de retraite, c'est financé par des partenaires qui ont un intérêt ou dont c'est la logique de soutenir ce genre de cause. Donc il y a un financement et il y a du lien humain pour que dans l'expérience citoyenne que constitue cet engagement pour les jeunes, il y ait aussi des rencontres avec des gens d'entreprise. Pour tous ces jeunes qui n'ont pas de réseau parce qu'ils n'ont pas forcément fait d'études, c'est une manière d'avoir des réseaux nouveaux, de tester un peu leurs compétences et d'avoir des ponts vers leur propre insertion professionnelle derrière. Frédéric Bardot, vous aussi, vous travaillez, alors vous évoquez Capgemini, mais donc justement, est-ce que vous travaillez avec les grandes entreprises traditionnelles? Quels sont les échanges? Effectivement, quand on se fait le point d'honneur d'essayer de créer des emplois, la meilleure façon de créer des emplois, c'est de créer des employeurs et donc de travailler avec les employeurs. Il y a des contrats aidés, il y a des choses comme ça, mais la meilleure façon de créer des emplois, c'est les entreprises quand même et les acteurs de l'ESS. Et donc le premier partenaire effectivement de Simplon, c'est donc les employeurs et les entreprises. Et à un autre niveau, dans le même cadre qu'Unicité, c'est une question de modèle économique aussi. C'est-à-dire qu'avec des partenariats entreprises, on peut à la fois faire le lien entre les Simploniens et Simploniennes qui, pour s'immerger dans le monde professionnel, peuvent aller faire des choses dans des entreprises. Les entreprises peuvent faire du mécénat de compétences et contribuer à la formation qui existe à Simplon. Et on peut aussi mettre en place des opérations conjointes de type hackathon ou des choses assez drôles où, par exemple, vous avez des Simploniens et Simploniennes qui sont pour la plupart des gens qui n'ont pas le bac, qui vont aller former au numérique et acculturer au numérique les nombreux illettrés du numérique qu'il y a dans les entreprises françaises. Et il n'y en a pas que dans les entreprises, il y en a aussi dans les ministères, il y en a aussi dans les comités exécutifs des grands groupes. Et donc vous vous retrouvez avec des décrocheurs qui sont sourcés par des missions locales, qui donnent des cours de numérique et des cours de programmation à des entrepreneurs, des comex. Et ça, c'est quelque chose qui abonde le modèle économique de Simplon, comme Unicité qui fait de l'événementiel. Donc le lien avec les entreprises, il est vertueux pédagogiquement en termes de modèle économique et aussi en termes de brassage, parce que nous, on ne considère pas qu'il y a d'un côté le monde de l'insertion et de l'autre côté les grands méchants de l'entreprise ou les grands méchants capitalistes. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que les entreprises peuvent aussi, on grandit avec elles, c'est-à-dire que c'est grâce à des entreprises comme Orange qu'on s'est retrouvé à ouvrir des Simplons en Afrique. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on touche à d'autres types de bénéficiaires. Et donc nous, on ne considère pas que le statut fasse la vertu et que le fait d'être une entreprise
voilà, vous place d'emblée dans un système ennemi, on va dire. Guillaume, quand on fait des soupes, enfin, quand on mélange épicerie solidaire et grande distribution, pour vous, c'est dans le même esprit? Je crois que le point commun entre les gens autour de cette table, c'est d'abord qu'à un moment, on a refusé le système et qu'à un moment, on a eu un moment de désobéir. Et notre désobéissance a conduit à l'innovation. Et cette innovation, quand elle a marché, on dit « vous êtes très innovant ». Évidemment, si ça n'avait pas marché, ce qu'on avait fait, on nous aurait oubliés. Donc en fait, d'abord, c'est de la désobéissance. On dit c'est plus possible qu'il y ait des jeunes qui restent sur le bas-côté. C'est plus possible qu'on arrive à une fracture dans les quartiers. C'est plus possible que les seniors soient écartés. C'est plus possible qu'on ne mange pas. Donc à un moment, on a désobéi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me frappe aussi, même si on se connaît tous quand même, il faut le dire, notre lien commun, c'est quand même qu'on n'a jamais, aucun de nous n'a rejeté l'économie libérale classique. On a juste dit, il faut la rendre peut-être plus vertueuse, plus en économie circulaire, il faut trouver les passerelles entre l'économique et le social. Et c'est ça qui est notre valeur ajoutée. Et Frédéric vient de le dire, il a dit qu'il n'était pas opposé au système. Il n'est pas opposé, il ne dit pas que le capitalisme c'est bien, mal. Et dans le monde associatif, on a quelques exemples de gens qui n'étaient pas très beaux. Hein. Il faut aussi se rappeler qu'on a quelques casseroles derrière nous. Hein. Voilà. Donc ça, c'est notre chose. Alors après, le lien entre les épiceries et la soupe, on est tous à la recherche d'autres modèles économiques. On l'a tous dit autour de cette table. Parce que l'État-providence a disparu, on le sait tous. La chance du luxe d'avoir vécu un petit peu avant nous et d'avoir connu ces 30 glorieuses. Nous, on est derrière. Alors heureusement, on a des gens qui nous ont inspirés. Hein, mais on est aujourd'hui à trouver ces modèles économiques, ces alliances. À Andes, il y a en gros 100 cofinanceurs d'Andes qui vont de l'État, qui a une place très importante, avec des grosses fondations, des grosses entreprises, des petites fondations qui ont, je sais pas, moi je pense à la fondation Le Marchand par exemple, c'est une fondation qui n'a pas un budget colossal, mais en même temps qui cherche l'effet de levier. Et c'est ça qu'on cherche tous, c'est en quoi ce qu'on peut faire a un effet de levier. Alors les soupes, évidemment c'était une gageure, c'était même pas peur. On se textote avec mon voisin, donc on se dit même pas peur. Mais oui, c'est ça, c'est de dire, est-ce qu'un jour on pourrait imaginer que des gens qui sont en insertion, dont la société ne veut plus, les amis au bord de la route, ils peuvent être de nouveau des professionnels de quelque chose qui est très exigeant. Et c'est ça le pari fou qu'on a lancé. Donc on crée des soupes fraîches. On est les seuls en France, alors je vous dis 2-3 chiffres, c'est cocorico, mais c'est la vraie vie. On est les seuls en France, dans toutes les entreprises de l'agroalimentaire, à faire une DLC à 40 jours. Tous nos concurrents ne savent pas le faire. C'est quoi une date DLC, ça veut dire date limite de consommation. C'est très important pour nous en termes de gestion de stock, de fabrication, mais c'est très important aussi pour l'enseigne, parce que ça lui permet de mieux gérer, quand elle commande, les flux de produits. Ces soupes ont été élues il y a 2 ans meilleure soupe de France. On a battu tous nos concurrents du secteur économique classique. Covent Garden, Gérodet, vous les connaissez, je ne devrais pas citer mes concurrents. La marque, c'est quoi alors? Ça s'appelle les potagers de Marianne. Vous les trouvez dans 170 magasins Carrefour la semaine prochaine en Ile-de-France, 70 magasins Monoprix et chez Disney. Donc vous voyez, c'est bien noté. Vous avez bien noté, hein, je vérifierai les ventes. Et ces soupes ont 2 vertus. La première vertu, c'est qu'elles remettent des gens au travail. Les gens qui fabriquent ces soupes, c'est plutôt des femmes. Elles retrouvent du travail encore plus vite que les gens en insertion qui étaient à 11 mois chez nous. En général, nous, à 5-6 mois, elles retrouvent du boulot. Parce que l'entreprise privée, quand elle est intelligente, et Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal d'intelligentes, elles ont compris comment on pouvait faire la passerelle, le sourcing, comment nous, on peut préparer des gens pour qu'elles rentrent demain dans les entreprises classiques, et que comme le recrutement coûte très cher, eh bien on leur facilite, on accélère le processus de recrutement. Et ces femmes trouvent de l'emploi plus rapidement. Et puis nous, on trouve quelques subsides, parce qu'avant de 2000 bouteilles de soupe par semaine, vous imaginez bien que même si les règles sont compliquées, même si la grande distribution reste la grande distribution, on en sort quand même quelques subsides. Vous voyez qu'on est tous dans ces modèles économiques, dans ces hybridations. Moi, Unicité et le service civique, moi j'ai 2 de mes salariés que j'ai connus par le service civique, qui sont venus faire cette formation, et puis qui sont restés aujourd'hui, ils sont en CDI, et c'est des piliers d'Andes. Voilà, vous voyez que toutes ces... On est sur un système comme ça qui est assez informel finalement, parfois qui paraît un peu désordonné, mais finalement qui est assez logique, qui essaie de trouver une économie circulaire et vertueuse un peu partout, et sans jamais opposer le capital. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, à noter, parce qu'il y a eu
pendant des années, et Hugues est bien mieux placé que pour moi pour en parler, mais je pense qu'il y a une sorte de dichotomie, une sorte de guerre picrocolline là, entre le monde économique et ceux qui auraient la seule vertu de faire avancer et de la croissance, et puis de l'autre côté, il y aurait ceux qui répareraient le monde, qui fumeraient des joints et qui seraient des babacools. Ou des bobos. Ou des bobos. Alors on n'est peut-être pas très toujours avec des cravates, tous, hein, tous les trois, mais en même temps, je pense que et les équipes qu'on emmène, elles ont cette capacité de changer le monde et de rentrer dans un système qui est à côté, mais qui n'oppose pas. Alors, Jean-Michel Ricard, est-ce que vous inscrivez dans ce que vient de dire Guillaume, mais est-ce que vous, par exemple, vous travaillez en faisant de la prévention Vous santé? fumez des joints, Jean-Michel Ricard? Des joints, t'en as pas? Alors, je répète qu'à ce jour, ce n'est pas le sujet de ce débat. Nous sommes donc dans l'entrepreneuriat social et j'allais m'apprêter à demander gentiment à Jean-Michel Ricard. Ah oui, alors c'est vrai qu'on peut entrer dans un débat, est-ce un médicament ou pas? Donc, ma question était, est-ce que vous travaillez, puisque vous faites de la prévention santé, bien évidemment vous l'avez expliqué avec pas mal de pouvoirs publics en fait, mais jusqu'où vous travaillez avec des groupes pharmaceutiques par exemple, et jusqu'où c'est le genre de partenaire que vous avez? Alors Frédéric, fais attention. Content, Guillaume, comme ça. Tu vas faire du sport si tu continues. Hein. Ouais. Petite mise en garde. Alors, est-ce qu'on travaille avec les labos pharmaceutiques? Ah bah dis donc. La réponse va être courte. Non. Mais par contre, c'est important. Les rencontres qu'on a eues avec ces labos... Comme ça. Les rencontres qu'on a eues avec ces organismes, ça a été très très formateur chez nous. Ça nous a cimenté encore plus autour de nos valeurs. On va dire que dans l'histoire de Ciel Bleu, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, comme tout sportif, c'est les jambes. Vous voyez, les jambes, sportif, les jambes. Un sportif, sur le principe, pour avancer, il faut qu'il ait un cœur aussi. Un cœur physiologique, mais un cœur aussi pour mettre ses tripes. Et donc c'est pour ça que la Fondation Ciel Bleu a vu le jour, il y a 2 ans, qui est un de nos modèles économiques. C'est une fondation où on récolte de l'argent d'individus, de grandes fortunes, d'entreprises, pour financer et rester indépendant sur nos programmes de recherche, d'innovation et d'accessibilité financière. La raison pour laquelle on a créé cette fondation, ça a été un labo pharmaceutique il y a 3 ans et demi qui est venu nous voir, qui nous a proposé une somme d'argent hallucinante pour acheter un de nos programmes. Quand je vous dis hallucinante, c'était supérieur au budget de notre organisation en France. Et là, on était totalement doux rêveurs, de toute façon, et on leur a dit waouh, trop chouette, c'est du mécénat, on va pouvoir faire ça partout en France. Et ils ont dit non, vous n'avez pas compris là. On vous propose ce chèque, vous nous donnez et vous vendez votre programme, le contenu, et nous on s'en occupe. Et on a refusé. Ça a déclenché plein de choses très positives entre le monde de labo pharmaceutique et notre organisation. Et là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on protège notre modèle. Et c'est pour ça que la Fondation Ciel Bleu, en plus d'un modèle économique, elle est abritée pour l'instant. Et dans 2-3 ans, elle deviendra une fondation reconnue d'utilité publique. Et tout le savoir-faire, les marques, tout Ciel Bleu sera protégé dans cette fondation pour que ça reste toujours une aventure humaine basée sur la non-lucrativité et le bien commun. Voilà, c'est une partie de notre modèle économique. Le lien avec les entreprises, on n'en a pas beaucoup, parce qu'il paraît que notre cahier des charges pour travailler avec nous est assez complexe. Après, il y a beaucoup de têtes brûlées aussi chez nous, ça c'est sûr. Et donc, mais par contre, on a fait des belles rencontres. Je peux vous donner une rencontre qui a été assez chouette, qui était avec Danone, qui nous ont soutenus sur nos programmes pour des personnes en grande fragilité, des personnes âgées, avec leur filiale qui s'occupe de la nutrition médicalisée, donc qui est prescrit par les médecins, remboursé par la Sécu. Et l'objectif, c'était développer des programmes bien manger, bien bouger, pour améliorer la qualité de vie et faire reculer l'âge de l'entrée dans l'indépendance. Et ces programmes ont tellement bien marché en France, ils nous ont suivis quand on a créé Ciel Bleu en Irlande. Et en Espagne, ça a débouché sur quelque chose de très nouveau. Ciel Bleu et Danone là-bas, on a créé une marque en commun qui nous appartient, qui s'appelle Activida. Et c'est tout simplement bien manger, bien bouger en maison de retraite. Et c'est du gagnant-gagnant dans ce cadre-là. Voilà un lien qu'on peut avoir avec une entreprise. Aussi, les entreprises sont pour nous des clients.
parce que dans notre modèle, il y a 2 entreprises qui appartiennent à l'association mère. Il y en a une qui s'appelle Ciel Bleu au Travail. Ciel Bleu au Travail, c'est, vous avez eu un prof de sport, on est vachement imaginatif, Ciel Bleu dans le monde du travail. Et c'est des activités physiques et de prévention pour limiter les accidents de travail et tout ce qui est TMS, troubles musculo-squelettiques, dans le monde du travail. Vous avez sûrement entendu parler de ce lancement il y a 4 ans et demi, parce qu'on a perdu totalement la main. Mais vraiment, ça fait la une du Parisien, des trucs comme ça. Un jour, on allait voir un chef de chantier sur la communauté urbaine de Lille, du BTP. Il y avait un gros article sur ce chantier qui disait voilà, on a plein d'accidents de travail, on ne sait pas comment faire. On est allé le voir à 5 h du matin au lancement de ce chantier. On lui a dit voilà, ce qu'on va vous proposer, c'est des échauffements musculaires et articulaires qui vont durer 12 minutes, qui vont limiter les accidents de travail, parce qu'à peu près 90% des accidents de travail sur son chantier étaient pendant les 50-55 premières minutes. Et en même temps, on va faire des bilans trimestriels pour voir l'impact de cette toute petite chose que personne ne va prendre au sérieux, sur le quotidien de vos salariés. Le gars, il nous a traités de fous. On lui a dit waouh, c'est plutôt bon signe. On venait de Strasbourg, il a dit restez jusqu'à lundi, vous commencez lundi et vous avez 2 semaines pour faire vos preuves. Ça a été l'effet papillon aussi. Les salariés se sont appropriés, le chef de chantier, la médecine du travail et la direction de ce groupe aussi, qui a été Bouygues. Et sur les 100 chantiers où on a intervenu durant la première année, le taux d'accident de travail a baissé de 75%, les arrêts maladie de 40%. Et à l'applaudimètre, Jean-Michel Ricard. C'est énorme. Et j'ai des fans là, c'est énorme là. Alors pourquoi vous avez perdu la main là-dessus? Et on cherche des ambassadeurs Ciel Bleu, donc n'hésitez pas. Mais voilà. Et le principe, c'était de se dire, c'est une entreprise, parce que pour être pris au sérieux par une entreprise, il faut qu'on soit une entreprise. Ça change la vie des salariés. Ça a été juste incroyable. L'employeur, ils sont super contents en termes de baisse d'accidents de travail, d'arrêt maladie, parce qu'ils ne vont pas faire appel à nous pour nos beaux yeux. Les pouvoirs publics ont vu que ça baissait énormément les accidents de travail. Et tous les bénéfices financiers vont à notre association pour garantir l'accessibilité financière. C'est vraiment le cercle vertueux. Et donc maintenant, on intervient aussi bien dans le monde automobile pour la prévention des lombalgies chroniques, que dans les hôpitaux pour les infirmières qui portent les malades. Enfin voilà, c'est devenu quelque chose d'assez important. Donc ça, c'est aussi un modèle économique. Et un dernier modèle économique qui a vu le jour jeudi de cette semaine, et c'est encore grâce au laboratoire pharmaceutique. Alors je vous ai parlé des jambes, le cœur avec la fondation, et malgré ce qu'on pense, les sportifs ont quelques neurones et une tête. Alors on a voulu formaliser la tête et on a lancé l'Institut Ciel Bleu. L'Institut Ciel Bleu, c'est quoi? C'est un institut de recherche et un laboratoire sous forme associative et qui va lancer des offres thérapeutiques non médicamenteuses. C'est un pied de nez au labo tout simplement, avec comme mission l'activité physique, le médicament du XXe siècle. Et dans 2 ans, sur tous les bureaux des médecins, en France et sur nos petites sœurs à l'étranger, porté par un comité scientifique et social chez nous trop marrant. Vous connaissez le Vidal rouge, voilà. Il y aura le Vidal bleu, avec pas forcément Vidal, mais sûrement un autre organisme, et ce sera le dictionnaire de la prescription d'activité physique. Voilà. Et voilà ce qui est en train de se développer. C'est aussi un nouveau modèle économique et en même temps toujours réfléchir par rapport aux bénéficiaires. Et comme les médecins ne sont pas formés à la prescription d'activité physique, un organisme de formation qui va être le seul organisme de formation indépendant en France, hors des laboratoires pharmaceutiques, et qui va faire de la formation continue pour les médecins pour travailler sur la prescription d'activité physique avec pas mal d'universités françaises et de facs. Donc ça va être voilà. Donc on pense qu'il est possible en termes de modèle économique, que tout est possible et on réagit souvent. Dernièrement, on nous a dit que Ciel Bleu n'avait pas de stratégie. Ça, c'est sûr, on fait ça pour les gens. Donc quand on voit qu'il y a quelque chose à imaginer, voilà. Et je vous donne le dernier modèle économique, mais il y en a plein d'autres, mais qui est trop marrant parce que chez nous, c'est souvent par coup de cœur, donc des belles rencontres, et par coup de gueule. Et le dernier coup de gueule qu'on a eu, c'était à peu près 18 mois. On avait du matériel sportif depuis le début qui nous coûte une blinde, qui est fourni par quelques grands fournisseurs français qui ont le même fournisseur en Chine et qui n'est juste pas adapté en plus aux bénéficiaires et au terrain. Donc il y a 18 mois, on a dit on va lancer notre propre gamme de matériel sportif. Alors je peux vous dire, ça a été un peu compliqué. On s'est pris un nombre de portes assez hallucinant et finalement on a dit on va se servir du trésor de notre organisation. Le trésor, c'est les salariés, c'est juste des personnes juste magiques, et nos bénéficiaires. On les a mis autour de la table, on leur a dit voilà,
c'est quoi le matériel sportif? Des ballons, des bâtons, tout ce que vous pouvez imaginer, le plus adapté selon les capacités des bénéficiaires en maison de retraite, d'une personne qui a eu un AVC, qui est hémiplégique. Et donc, ils ont travaillé, des jeunes designers et ingénieurs se sont mis dedans. On a lancé une entreprise qui est dédiée à ça il y a quelques semaines, et on est en train de fabriquer les moules, voilà, de ce matériel qui va être très très innovant, qui va s'appeler Ciel Bleu et qui va en même temps être produit par des TPE et PME alsaciennes et vosgiennes. Donc on peut se dire que tout est possible. Et là, vous venez de faire une séance de musculature des mains. C'est très très bien. Donc, Marie Trélecan. Oui. Moi, j'avais juste 2 petits messages à passer. L'un en rebondissant sur un des propos du CSIBIL sur la nécessité de soutenir l'innovation dans ce pays. Je me souviens qu'il y a 20 ans, on nous disait ça ne marchera jamais. Ce pays a quand même un problème à casser les initiatives. Je ne sais pas comment... Il faut être quand même super motivé pour tenir bon, je trouve. Hein. Alors après, il faut avoir l'ambition, il faut avoir autre chose comme vecteur de motivation, mais je pense que dans la salle, il y a quand même beaucoup, j'allais pas dire de vieux, mais d'adultes. Non, soutenez les jeunes. Nous avons une tranche représentative de la population, des jeunes, des femmes, des hommes, des vieux. Enfin, c'est pas gagné. C'est autre débat. On a une responsabilité individuelle chacun de soutenir tous ceux autour de nous qui ont une idée, qui ont envie de faire des trucs pour changer. Spontanément, on a plutôt tendance à dire ça existe déjà, ça marchera pas. Même si vous pensez que ça existe déjà, que ça marchera pas, faut se forcer à voir ce qui peut marcher dans l'idée et plutôt être challengé, aider à aller plus loin et à challenger la personne pour qu'elle ait une vision peut-être plus lointaine que celle qu'elle a aujourd'hui. On a monté un programme là, qui s'appelle Rêve et Réalise avec des jeunes à qui on dit pendant tes 9 mois, là, est-ce que tu n'as pas une idée d'un truc qui te choque dans ton quartier, dans ton environnement, dans la société qui va pas? Et pendant les 9 mois, avec des parents, on les challenge pour qu'ils aillent plus loin et puis qu'ils se disent qu'ils sont capables, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment un appel à vous tous de soutenir les gens autour de vous qui ont une petite idée pour qu'elle devienne une grande idée au lieu de leur dire que ça ne marchera pas. Ça, c'est mon premier message parce que je pense qu'on meurt de notre manque d'esprit entrepreneurial et de notre défaitisme absolu. Et c'est vraiment un problème pour notre société. Et je l'ai vécu, donc voilà. J'étais dans une autre table ronde hier où la personne qui avait à peu près le même discours que Marie disait c'est de l'optimisme radical. Il était philippin, mais il expliquait que justement il y a une amitié franco-philippine qui se développe sur cet optimisme radical et effectivement chacun peut être un ambassadeur de l'optimisme radical qui change le monde. Mais ça se manifeste, enfin, je veux dire, je pense que j'aurais jamais lancé Unicité si j'avais pas rencontré Lisbeth. Aux États-Unis, ils ont des bourses d'entrepreneuriat social, c'est-à-dire ils financent 12 mois un jeune qui a une idée, ça marchera pas, mais au moins t'y vas, quoi. Et du coup, on pousse les gens à y aller. Et du coup, ça m'amène donc, je veux dire, il y a des choses à faire concrètement pour pousser les gens à y aller. Et ça peut être arrêter de faire que de la délégation de services publics dans les financements publics qui deviennent de plus en plus fléchés. Je finance ça, et pas je finance l'innovation, les idées des gens. Ça, il y a de moins en moins de budget là-dessus. Pour moi, c'est une catastrophe. Donc, de créer des bourses, j'en sais rien. Moi, faites des trucs pour que les gens innovent et se lancent. Mon deuxième message, mais qui est un peu lié, et donc là, c'est mon dada service civique, on a parlé d'investissement social. Évidemment, le service civique, ça n'est que de la dépense. On paye des indemnités et des encadrants de jeunes qui passent 9 mois. Alors, je ne vais pas vous saouler avec toutes les données scientifiques menées par des sociologues brillants sur l'impact de cette année sur l'insertion professionnelle de ces propres jeunes-là, qui sont révolutionnaires. Enfin, tu en as cité 2, mais enfin, toutes nos données montrent que 86% à la fin, ils trouvent un boulot, même ceux qui avaient arrêté l'école 5 ans avant. Enfin, je veux dire, il y a un impact évident sur les personnes en termes de développement personnel, de confiance en soi, de tremplin, mais il y a un énorme impact sur la société. Ils font des choses pour les... Donc, c'est un investissement et là, honnêtement, dans la période de restriction budgétaire des finances publiques et de raréfaction des finances privées aussi, je veux dire, on taxe les entreprises, on taxe les individus et puis derrière, ils redonnent quand même quand ils font du mécénat. Il faut voir qu'on a quand même des ressources limitées. Je suis absolument persuadée, sinon je ne serais pas là,
que faire en sorte que tous les jeunes, mais même les plus éloignés, qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire pour changer la société, au moins et 6 mois, 8 mois dans leur vie, l'expérience de se rendre utile pour des personnes et de se rendre compte qu'ils ont une utilité et que c'est pas foutu, honnêtement, c'est un énorme investissement pour notre société. Pour moi, il faut le massifier, il faut que ce soit tout le monde. Alors, Hugues, oui, absolument. Vous avez raison, il faut applaudir. Donc Hugues, effectivement, quelque part, ce que vient de dire Marie, c'est qu'on a répondu en disant on fait une loi et on cadre et on fait des process, qui est un peu antinomique avec ce qu'elle vient de dire. Donc est-ce qu'on est vraiment sur le chemin d'essayer de se dire, on a quand même, ça vous l'avez dit très clairement, des vrais problèmes. Est-ce qu'on est en train d'essayer de stimuler au maximum les bonnes solutions? Et est-ce que finalement notre bon vieux modèle cartésien, Paris versus les provinces, etc., est en train d'être capable de s'adapter à ça et de créer une autre énergie et cet optimisme radical? Vous avez vu, ce que j'avais dit tout à l'heure a été démontré une fois de plus, c'est-à-dire que cette salle, après avoir entendu nos entrepreneurs sociaux, on a senti que l'optimisme montait dans la salle, la chaleur aussi, les applaudissements aussi, donc c'est vérifié une fois de plus. Moi j'avais fait un papier qui s'appelait « Faisons sauter le plafond de verre ». En fait, dans ce pays, il y a une énergie sur le terrain, une capacité d'initiative, d'entrepreneuriat, d'entreprendre autrement qui est énorme et où on n'a aucun complexe à avoir vis-à-vis des autres pays. Encore une fois, j'étais à Luxembourg hier dans une conférence européenne, j'étais à Londres lundi et mardi. Franchement, la capacité d'innovation sociale et d'initiative de la France, elle est énorme. On a inventé des tas de trucs, la finance solidaire, les coopératives d'activité, enfin plein de choses. Le problème, c'est qu'il y a un plafond de verre, c'est-à-dire que le plafond de verre, c'est que ça ne monte pas. Voilà. Ça ne remonte pas dans les gens qui prennent des décisions macro, on va dire, qui continuent à faire des décisions qui descendent d'en bas. Je peux prendre des exemples. On a fait un programme qui s'appelle les emplois d'avenir, il n'y a pas très longtemps. Moi, j'avais poussé pour dire, mais ces emplois d'avenir, partez d'abord de quels sont les besoins des gens qui sont autour de moi à cette tribune, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, et puis on va faire un programme qui leur corresponde. Non, on a fait un programme qui était un programme, boum, qui descendait, où on n'a pas entendu les besoins. Donc là, on a un gros problème. Donc, puisque chacun fait des appels à la tribune les uns et les autres, moi, je vous en fais un, c'est faisons sauter le plafond de verre. Faisons en sorte que nos dirigeants et nos élites entendent que c'est en partant de ces initiatives qu'on va apporter les bonnes réponses. Parce qu'une fois qu'elles ont été inventées, il ne faut pas rester dans le « small is beautiful ». Il faut changer d'échelle. C'est bien de dire j'ai réglé tel problème à telle échelle, je touche plusieurs centaines de personnes. Mais si dans le même temps on continue en gros à avoir les mêmes types de problèmes, des gens qui se nourrissent mal, qui se déplacent mal, qui sont au chômage, etc., finalement on est des témoins sympathiques, mais qui font que pendant ce temps c'est business as usual et politique sociale as usual. Donc il faut qu'on ait cette capacité de faire sauter le plafond de verre, de faire que ça inspire des politiques publiques, qu'il y ait du coup des cadres qui laissent la liberté de faire, mais qui permettent d'amplifier. Il y a des tas de projets qu'on peut dupliquer, par exemple, qu'on peut reproduire pour avoir des effets d'échelle. D'ailleurs, notre ami Guillaume, par exemple, le nombre d'épiceries solidaires aujourd'hui, je crois que tu es en train de passer à 500. Ça veut dire qu'à partir d'un concept qui était une épicerie solidaire, il y en a 500 aujourd'hui. Et donc là, on commence à avoir des résultats beaucoup plus importants. Donc il y a un travail, parce que je vous le dis, comme quelqu'un qui a de l'expérience, j'ai eu des responsabilités dans la machine de l'État, en fait, ils n'ont pas conscience globalement aujourd'hui de cette réalité, de ces initiatives, de cet entrepreneuriat, de tout ce qui se passe sur nos territoires. Donc il faut arriver à le faire reconnaître au niveau national français et au niveau européen. Je voudrais dire un tout petit mot encore sur quand même la dimension entrepreneuriat social, et puisqu'on est au moment de la COP21, on est ici à un sommet de la Terre, il y a des liens extrêmement forts entre cet entrepreneuriat et le problème de traitement d'un certain nombre de sujets environnementaux et écologiques, très importants. Par exemple, tous les problèmes de recyclage, de réemploi, d'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire est très présente dans ce champ.
il y a beaucoup d'entreprises d'insertion qui sont présentes, le groupe Vitamine T, Juratriche, pour en citer beaucoup. Donc ça aussi, il faut le faire reconnaître, c'est que souvent ces entreprises-là ont été pionnières pour aller sur ces terrains qui n'intéressaient pas forcément au départ les entreprises classiques. Mais il y a d'autres terrains sur lesquels on peut aller. Je voudrais encore citer celui-là. Moi, on a lancé un travail sur la transition énergétique citoyenne au labo de l'ESS. J'ai été très frappé de voir qu'en Allemagne, 51% de la production d'électricité renouvelable est faite par des coopératives qui sont financées par les citoyens. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez en France Ferme de Figeac. Ferme de Figeac, c'est une coopérative agricole. C'est une coopérative qui a équipé 8 hectares de toits de panneaux solaires. Pour faire ça, ils ont fait une coopérative de toits. Voilà une superbe innovation sociale. Au lieu que chacun équipe son toit, on fait une coopérative, on met les toits en coopérative. On peut donc s'équiper en photovoltaïque, mais avoir de la maintenance en commun, enfin gérer le truc ensemble. Et du coup, on a du lien social, il se passe des choses. Donc, coopérative de toits, ils viennent de monter maintenant un parc éolien. Ils ont levé 2,3 millions en 2 mois, pratiquement, à Figeac, hein, je ne vous parle pas dans le 16e arrondissement de Paris. À Figeac, ils ont levé 2,3 millions. Donc, dans le sud-ouest de la France, pour ceux qui connaissent. Absolument. Dans la COP 21, on n'entend pas assez ça. La transition énergétique doit aussi être citoyenne. C'est-à-dire qu'on a la capacité aussi à être non seulement des consommateurs plus éclairés, des consommateurs, mais aussi des gens qui vont faire que cette énergie, elle sera produite autrement et qu'on peut en avoir le contrôle, un contrôle citoyen. Et sincèrement, je pense que le jour où une grande partie de notre électricité sera produite de manière décentralisée comme ça, on sera moins en risque qu'avec 19 centrales nucléaires en France. Là, vous êtes censé applaudir, mais ce que j'ai... Alors maintenant, c'est à vous de fournir une énergie autre que l'applaudimètre, qui est de poser des questions. Alors le système est relativement simple. Je veux bien que vous leviez la main et du coup, quand vous posez votre question, il faut appuyer sur le bouton qui est devant vous. Enfin, en principe. Oui, voilà. Le bouton n'est pas devant vous, donc c'était un système super... Allez-y, je vais... Allez-y. Bonjour, donc Stéphanie Gelot. Tout d'abord, bravo à vous tous, parce qu'il faut des gens comme vous et on espère que vous ferez des petits ici avec nous sur ces sujets-là. Ma question, c'est par rapport à la mesure de toutes ces initiatives en termes d'impact. J'aimerais bien avoir votre point de vue et savoir comment on peut mesurer socialement, économiquement tout cela. Je vous propose, c'est qu'on prenne 2-3 questions et après on y répond. Donc, première question sur la mesure d'impact. Vous, non, il s'est dit, bon, alors, le monsieur et après la jeune femme. Bonjour, effectivement merci, c'était fort intéressant et il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est vous parlez de la nécessité de changer d'échelle à partir du moment où on a une bonne idée au niveau local qui fonctionne, de chercher à changer d'échelle pour éventuellement la dupliquer, mais on sait que par divers exemples, dupliquer une idée dans un autre endroit, il y a une notion de localité de l'idée qui fonctionne, mais qui ne fonctionnera pas forcément à un autre endroit. Quels outils vous préconisez pour réussir ce changement d'échelle? Et alors, une dernière question avant qu'on réponde. Donc, la jeune femme a disparu. Oui, c'est... pardon, moi j'ai une question qui est très rapide et très simple. Merci à tous déjà. Les réunions d'entrepreneurs sociaux, moi j'ai très envie d'y aller, mais je ne sais pas du tout où ça se tient. C'est-à-dire comment... Oui, c'est ça, parce que le problème d'avoir des idées chez soi, dans son salon, c'est une chose, mais partager, c'est primordial, on le voit aujourd'hui. Et pour ma part, je serais à la recherche de lieux de partage comme ça. On va commencer peut-être par effectivement la question de cette personne. C'est si vraiment c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de rencontrer des gens comme vous. Alors d'après Guillaume, on peut aller au bar du coin, mais la question est de savoir dans quel coin du bar et quel est le bar du coin. Frédéric et Guillaume aussi là-dessus.
Sur le fait de rencontrer des entrepreneurs sociaux, il y a des gens qui vont dire des choses bien plus intelligentes, mais il y a le mois de l'ESS, il y a le mouvement des entrepreneurs sociaux, il y a des sites internet comme le labo de l'ESS, la VIS, qui permettent de rencontrer, en tout cas de connaître le nom des hurluberlus et des structures qui sont dirigées par des hurluberlus qui font ça. Et après, effectivement, il y a des événements, il y a des salons, donc ça, je laisserai des gens revenir là-dessus plus abondamment. Sur la mesure d'impact, donc c'est un vrai problème parce qu'il faut à la fois se définir des incubateurs. Parfois, les gens qui vous financent vous imposent des indicateurs qui ne sont pas ceux que vous souhaitez. Donc, il faut aussi coproduire ou en tout cas essayer d'imposer ces indicateurs. Je vous prends un exemple simple. La moitié des gens qui finissent Simplon trouvent un emploi dans les 3 mois, mais parfois, ils créent leur propre emploi. Donc, ils deviennent freelance ou auto-entrepreneurs. Et ben, on a un certain nombre de financeurs qui nous disent le CDI étant l'avenir de l'humanité, si vous créez des auto-entrepreneurs, vous créez de la précarité. Donc là, on essaye de discuter avec eux sur quels sont les indicateurs qui permettent de juger de notre pertinence ou pas. Donc il y a différentes écoles d'indicateurs. Là encore, il y a des gens plus intelligents que moi qui reviendront là-dessus, mais c'est un gros enjeu. Et aussi pour monétiser l'impact, puisque là aussi, Monsieur Sibyl pourra peut-être y revenir, on peut aussi faire du capital risque avec l'impact social et dire si vous en avez beaucoup, on vous donnera beaucoup d'argent. Mais la clé, c'est comment on le mesure. Sur la duplication des modèles qui ne sont peut-être pas duplicables quand ils quittent le sol dans lequel ils ont été créés ou enracinés. L'ESS, là encore, a été extrêmement innovante et il y a des modèles de dissémination souple qui existent et qui permettent, comme des franchises, mais qui seraient un petit peu open source, et donc pas comme des franchises où on reproduit à l'identique, de s'adapter et de muter dans les territoires où on s'implante en gardant le cœur de l'idée. C'est ce que fait Simplon dans son essaimage. Il y a 11 Simplons, il y en aura 40 à la fin de l'année, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Les porteurs de projets sont différents, les financements sont différents, parfois la formation est différente. Donc il est possible de dupliquer sans dupliquer à l'identique. Guillaume ? Je ne vais pas très original, le même système que Frédéric, de passer de 300 à 500 ou de 0 de 300 à 500. On a essaimé de manière libre. C'est une étude qu'on a fait avec l'ESSEC qui a effectivement dit qu'on dupliquait les valeurs, on dupliquait le principe général, mais qu'après on l'adaptait au territoire. Ça demande un effort, mais c'est ce qui est le plus pertinent. La recherche d'impact, la culture d'impact, eh bien, Hugues en parlera sûrement, mais je vous devance. Il y a ce qu'on appelle la SROI, qui est la Social Return Investment, qui permet de mesurer quand on met 1 euro, à quoi rapporte cet 1 euro et ce qui rapporte plus. Alors c'est assez compliqué de tout financiariser et de tout monétariser, mais ça donne quelques éléments en tout cas de grande valeur. Le problème, c'est que nos gouvernements sont autistes. C'est-à-dire que quand moi j'amène mon étude McKinsey au gouvernement, au cabinet ministériel en disant regardez le démontage, le détricotage de tout l'aspect financier, voilà ce que coûtait un chômeur, voilà ce que vous nous financez et voilà le gain que vous avez, on rigole en disant ah oui, on vous voit venir, vous êtes un petit malin. Et c'est juste économiquement, c'est un voilà. Et alors sur les réseaux et sur créer. D'abord, je crois qu'il faut avoir une bonne idée. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de courage et de folie. Je crois que ce qui nous caractérise à tous, c'est qu'on nous a tous dit ça marchera jamais, ça sert à rien. Moi, quand j'ai créé Andes il y a 15 ans, on m'a dit mais pourquoi tu t'emmerdes ? Il y a déjà les épiceries, il y a déjà les banques alimentaires, il y a déjà. Pourquoi tu t'embêtes ? Pourquoi tu veux faire du bien ? Pourquoi tu veux. Voilà. Et ça, c'est un discours qu'on retrouve partout dans notre société. Et finalement, c'est peut-être aussi notre moteur. Finalement, c'est ce qui nous a tous motivés à aller dedans. C'est une sorte de défi finalement de dire on ne peut pas rester les bras croisés. Et finalement, nous, Andes, on a fait changer un décret communautaire européen. On a fait changer une loi française et je crois que demain, où on va les voter, il ne faut pas se tromper de vote. Je crois qu'il ne faut pas céder au pessimisme, il ne faut pas céder à la peur. Il faut céder à une société qui est solidaire, à une société qui est dynamique, qui n'oppose pas les genres, qui n'oppose pas l'économique et le social, qui n'oppose pas les anciens et les jeunes. Il ne faut pas l'oublier demain, c'est important. C'est nous qui élisons nos politiques. Nos politiques ont tendance un peu à nous suivre. En général, ils s'appuient beaucoup sur nous, avec beaucoup de temps. Mais nous ne trompons pas de vote demain. Hugues, pour revenir à cette question de la mesure, vous évoquiez le fait qu'il faut faire sauter les plafonds de verre, mais l'un des premiers sujets qui a très bien résumé Frédéric, c'est les outils de mesure, en particulier des politiques publiques, mais pas que, sont complètement
calé sur la vieille économie. Effectivement, le CDI, c'est l'alpha et l'oméga, etc., etc. Alors, c'est vrai que c'est protecteur, évidemment, mais la question, c'est comment on mesure quelque chose qui est en fait une autre société qui existe déjà, ce que vous avez très bien dit, mais qui n'existe dans une frange qui ne communique finalement pas, non pas tellement avec les entreprises privées d'ailleurs, mais plutôt avec les décideurs publics. Et donc là, comment on fait? On les oblige à sortir d'un ministère? On dynamite le 7e arrondissement? On fait quoi? On va s'enchaîner aux grilles de l'Élysée. Non, en fait, la question de la mesure d'impact aujourd'hui, elle est extrêmement présente et forte parce que comme les financements sont plus rares, disons que la question de la mesure est devenue très très importante. Il y a une première observation par rapport à votre question, c'est le fait que, moi je prends un exemple concret, les entreprises d'insertion. Une entreprise d'insertion, c'est une entreprise qui réinsère des chômeurs de longue durée et qui reçoit de l'argent public pour le faire, mais qui vend aussi, qui a du chiffre d'affaires et des marchés. En fait, elle reçoit de l'argent de plusieurs acteurs publics. Et on a démontré par des études que pour 1 euro d'argent public, il y a 2,3 euros qui reviennent dans les caisses publiques. Mais, petit mais, ce ne sont pas les mêmes caisses publiques. Donc ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que globalement la collectivité a 2,3 euros de retour, plus le fait que la personne qui était au chômage ne l'est plus, moins les coûts évités, eh bien, comme il y a une partie de cet argent-là qui retourne au département, à la commune, à l'État, à la caisse d'allocation familiale, eh bien, ça n'est pas pris en compte. Donc, il y a une mutation de l'esprit public là-dessus pour passer ce que j'ai parlé de la dépense à l'investissement et considérer, parce que quand vous mettez 1 euro et que vous avez 2,3 euros qui y reviennent, normalement, vous pouvez l'année suivante remettre 2,3 euros au lieu d'en mettre 1. Donc, on va avoir un effet de levier qui est très important, qui va pouvoir se faire. Donc là, il y a un changement de culture, je pense, des pouvoirs publics qui est très important. Sur la mesure d'impact, en fait, maintenant, il y a quand même vraiment des gens qui travaillent là-dessus, mais je pense que ça va progresser. Il faut distinguer la mesure de la réalisation. J'ai fait 30 formations pour des chômeurs de longue durée. Les résultats, j'ai eu 50 personnes à chaque formation, donc j'ai touché, mon résultat, c'est j'ai touché 1500 personnes. Et l'impact. L'impact, c'est plus compliqué. C'est ces personnes, à l'issue de ça, est-ce qu'elles sont réinsérées? Et même au-delà de ça, est-ce qu'elles ont qualitativement repris confiance en elles? Est-ce qu'elles ont l'estime de soi? Moi, je me souviens d'un film sur une entreprise d'insertion qui s'appelait Alpes. Ce film a été tourné sur 1 année. C'était incroyable. Vous auriez pu éteindre le son et vous regardiez uniquement le visage des gens qui étaient en insertion dans cette entreprise. Leur visage. En 1 an, il y en avait un certain nombre, je m'en souviens d'un en particulier, il avait changé de visage. Il était redevenu quelqu'un, tout simplement. Ça, c'est de l'impact. Évidemment, ça ne se mesure pas tout à fait de la même manière. Or, nous, on est très largement dans une vision de l'obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on vous demande de dire combien vous avez fait de formations. Alors, vous remplissez dans la case, vous dites j'ai fait 70 formations cette année. Ah ben, c'est bien, parce que vous avez dit que vous en feriez 70, vous les avez fait, donc c'est bon. Il faut passer à autre chose qui est véritablement à l'impact social, c'est-à-dire de regarder globalement comment ça transforme en fait la société. Et là-dessus, je voudrais dire une dernière chose, c'est que en France, les anglo-saxons sont très en avance sur nous, sur ces sujets-là. Ça crée une crispation en France. On dit ah ça y est, on veut nous importer des trucs anglo-américains, et puis c'est les financiers qui vont prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'en gros tout ça, ça va être la finance qui va tenir le social demain. J'invite tous les gens qui s'intéressent à ça à résister à ça et se dire occupons-nous de nos affaires, mais occupons-nous d'avoir des outils de mesure d'impact. Si c'est nous qui les fabriquons et surtout qui les co-fabriquons, il faut que les acteurs, entreprises sociales, les financeurs, les pouvoirs publics se mettent autour de la table pour co-produire de la mesure et de l'évaluation pour qu'on soit d'accord sur un certain nombre de choses. Et quand on commence à se parler de ça, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Parce que quand on commence à se dire qu'est-ce qu'on va mesurer, c'est quoi l'objectif, parlons des objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, eh bien il y a tout le sujet qui vient et là c'est en général extrêmement riche. Alors, je prends 2 dernières questions parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vous ai vu tous les deux là-bas. Oui, bon. Ah oui, mais là, j'ai fait ce côté-là. Bonjour. Alors on va partir de ce côté-là. Michel Marchand. Alors, moi, je suis un éco-business angel et je facilite la création d'entreprises ou d'associations qui ont vocation à être écologiques ou humaines. Donc, je m'occupe de mon avenir, mais encore plus de l'avenir de l'humain. Donc, il n'y a pas qu'un retour sur investissement personnel, il y a surtout un retour pour que l'humain et on le sait avec le COP21, soit encore sur cette planète.
Quand vous parliez du plafond de verre, je pense que vous parliez de la couleur verte du dollar. C'est la problématique de tous ces jeunes qui créent et qui n'arrivent pas à gérer leur entreprise, à développer leur entreprise. Il y a énormément de créativité en France. Est-ce qu'on pourrait avoir un endroit où des investisseurs tels que moi, on puisse, de nos 30 glorieuses, faire quelque chose de cet argent pour des thèmes qui nous intéressent? J'entends par cela, est-ce qu'il y a un site sur lequel on trie, ben voilà, vous voulez investir dans la santé, c'est telle structure, vous voulez investir dans l'eau, c'est telle autre structure. Je n'ai trouvé ça que chez Bleu Blanc Zèbre avec Alexandre Jardin, qui est un rebelle, que j'apprécie, qui vient aussi au CESE, je suis également au CESE, je suis au Parlement à décider ensemble, beaucoup de bienveillants, et je n'ai trouvé que par Bleu Blanc Zèbre un relais de faiseux, de gens qui avancent. Alors, dites-moi, madame. Bonjour, c'est bon, ça marche? Je voulais revenir sur les interactions entre innovation sociale et les grands acteurs économiques, type ce qu'on appelle grandes entreprises. Vous en avez parlé comme partenaires de jeu, si tant est que ce soit des partenaires. Vous en avez parlé comme financeurs. Aujourd'hui, moi, pour être plutôt de ce côté-là de l'économie, je vois que l'innovation sociale, c'est de l'intrapreneuriat balbutiant ou juste le périmètre de monsieur ou madame RSE, mais c'est vraiment cantonné dans un petit coin. Est-ce que, de votre point de vue, il y a des chemins, il y a des voies qui peuvent permettre d'accélérer ou voire tout simplement mettre cette dynamique sociale au cœur de ces grandes entreprises? Merci. Ce que je vous propose pour répondre très très rapidement, c'est effectivement, Marie par exemple, comment on change d'échelle. Est-ce que, en quelques petits mots, on peut, vous avez des idées sur ce que vous pourriez proposer pour que les... Pas vraiment, c'est une question piège. C'était la question d'avant. Là, moi, si j'ai bien compris, c'est parce qu'on entend très mal d'ici, je suis désolée du coup. Moi, j'ai compris, est-ce qu'il y a un lieu où je peux trouver des projets en tant qu'investisseur sur lesquels investir et... En fait, ce qu'il disait, c'est je veux... entreprise, comment changer de manière plus structurelle l'entreprise capitalistique, entre guillemets, classique, au-delà de Madame RSE, c'est ça que vous avez... Du coup, ça me permet de rebondir sur les autres aussi. Je recommande d'aller voir sur le site, je fais la pub pour la chaire entrepreneuriat social de l'ESSEC, qui a publié des petits guides sur comment changer d'échelle. C'est la question d'avant, mais du coup, comme vous me renvoyez sur le changement d'échelle, il y a une analyse un peu, pas théorique justement, sur la base des pratiques de changement d'échelle qui a été produite. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent à ça d'aller voir. Idem sur la mesure de l'impact, il y a effectivement la méthode SROI qui a été évoquée par... Guillaume tout à l'heure, qui est supra-contestable, mais qui a pour objectif d'arriver à avoir du chiffrage économique de l'impact social. Donc l'impact social, c'est-à-dire le troisième volet d'évaluation, là, qui a été évoqué par Uxibib tout à l'heure, des différents projets, et ça additionne, en fait, c'est en ce sens que ça peut être contestable, des impôts générés, par exemple, par des gens qui étaient au chômage avant et qui maintenant sont en emploi et donc payent de l'impôt et donc génèrent du revenu pour la collectivité. Ça n'enlève en rien à la problématique que ça va dans une autre caisse. Et ça additionne ça et des économies faites sur, par exemple, le jeune qui n'est plus à la charge de la mission locale ou de je ne sais quoi, ou le chômeur qui n'est plus à la charge des ACDIC, qui du coup est une économie réalisée par la société. Donc ces théories-là, enfin ces méthodes-là sont un tout petit peu contestables dans le sens où elles additionnent un peu des choses... mais elles restent intéressantes dans la dynamique que ça crée d'essayer de prouver que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Du coup, sur les points, à vrai dire, des dernières questions, j'ai eu connaissance de bourses au projet solidaire. Il y a eu des choses qui, sur Internet en l'occurrence notamment, mais Hugues pourra corriger, qui, à ma connaissance, n'ont pas super bien marché. Donc, est-ce à dire que, de toute manière, la diversité des initiatives est telle qu'il faut un peu... et moi, j'invite à aller chercher en dehors des réseaux existants, parce que c'est horrible à dire. Évidemment, il faut aller au Move, il faut aller voir... mais c'est quand même pas normal qu'on se connaisse tous là. Et moi, je me suis sûre qu'il y a plein d'autres jeunes entrepreneurs, ou plus moins jeunes d'ailleurs, qui sont pas dans ces réseaux, qui connaissent personne. Et ça m'attriste un peu que ça revienne toujours sur nous. Excusez-moi.
Du coup, je n'inviterai pas à penser qu'un jour, on va avoir l'outil où tous les projets géniaux sont, parce que ça va être toujours les mêmes, ceux qui sont déjà dans les réseaux. Or, moi, j'invite à aller voir ceux qui ne sont pas dans les réseaux, parce que souvent, l'innovation, elle est là aussi. Et donc, ce sera le mot de la fin, casser les murs, les plafonds de verre, et vous voyez que ça donne de l'énergie et que l'optimisme radical est partout, y compris chez vous. Merci beaucoup.